18 février 2006, 18 février 2026, 20 ans que la République démocratique du Congo va réfléchir autour de sa constitution, bilan et perspective à travers l'Institut pour la démocratie, la paix, la gouvernance et le développement en Afrique organise en ces jours un colloque avec l'initiative également du professeur André Mbata, secrétaire permanent de l'Union sacrée pour la nation, mais également en sa qualité de député national, dont les éminents professeurs vont se retrouver dans un instant dans l'une des salles du Palais du Peuple. De ce fait, nous allons nous introduire pour comprendre l'esprit qui anime les constitutionnalistes qui va étayer leur réflexion autour de la question de la Constitution, soit la révision, parce que la Constitution a été mise en œuvre à travers la Troisième République par Joseph Kabila en 2006, mais également la même Constitution a été révisée en 2011. Aujourd'hui, est-ce que le Congolais peut encore réfléchir pour changer la Constitution ou bien garder cette Constitution en état tel que ça se retrouve aujourd'hui? Toutes ces questions, nous allons nous introduire, prendre les extraits des panélistes autour de leurs interventions. Nous reviendrons également, très chers téléspectateurs, pour vous ramener dans Cropotique sur Top 243 News, comprendre l'esprit de ces colloques de plus de 8 heures du temps qui se tiendra pour ce mercredi 18 février 2026. Restez connectés, on y reviendra pour plus de détails. À très bientôt. Suivre la communication du professeur Marcel Mouyamba Mangou, professeur à l'université ou à l'University of the Free State en Afrique du Sud. Je rappelle le titre de sa communication en français, le paradoxe du constitutionnalisme en RDC, regard rétrospectif sur 20 années de gouvernance et sur la permanence de la corruption systémique. Constitution également adoptée, la séparation du pouvoir, de libération des droits fondamentaux, l'existence d'institutions. Et remonter un peu plus loin dans l'histoire, et on peut réaliser que déjà en 1964, la constitution de Luango avait prévu le Conseil économique et social. Mais avec les turbulences que le pays a connues, c'est tombé. Il a fallu attendre fort. Donc nous devions être unis autour d'un idéal démocratique. Et c'est cet idéal démocratique qui devait accompagner tout le reste du processus. Alors, en tant que constitution post-conflit, la constitution du 18 février 2006 avait créé 2 échelons. Une autre crise, donc la crise des représentativité, comme je l'ai dit, parce que ceux qui sont élus sont déclarés plutôt nommés, et ceux qui sont nommés, écoutez, ils sont dans une autre situation. Crise de la gouvernance, je viens de vous expliquer, c'est que l'architecture prévue par la Constitution de 2006 ne fonctionne pas. Les provinces sont des entités qui finalement sont vides. Sur les 26 provinces, il y a 3 provinces simplement qui ont des ressources plus ou moins sûres. La province de Kinshasa, la province du Katanga, là-bas au Katanga, un peu, et c'était le cas de Goma. Toutes les autres provinces, il y a certaines qui n'ont même pas de budget. À ce moment, pour m'entretenir avec vous sur la problématique des compétences implicites de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo dans l'exercice de sa mission de contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi tels que prévus par les articles 160 et suivants de notre Constitution. 1960, à son article 8, l'article 53 de la Constitution de 1960 institue déjà la Cour constitutionnelle dans notre pays.
et que cette juridiction ait été prévue, elle a été effectivement établie, date de l'arrêt sous le R11-0001, qui est en même temps le jour de la Constitution. La Cour constitutionnelle exerce les missions suivantes. Elle contrôle la constitutionnalité des lois et des actes en force de loi, des anciennes législatives, ainsi que du référendum. Elle connaît les conflits de compétences entre le pouvoir interrompu par la Cour de cassation et le Conseil d'État, uniquement en tant qu'il se prononce sur l'attribution de litige de juridiction de l'ordre judiciaire ou à loi ou par une juridiction. Et enfin, il est le juge pénal du chef de l'État et du Premier ministre. Le constitutionnel congolais dépasse parfois le cadre de ses compétences telles qu'elles sont définies à l'accord 2013 portant organisation de fonctionnement de la Cour constitutionnelle juridictionnelle. Cette pratique n'est pas une invention congolaise. Elle est couverte William Marbury contre Madison aux États-Unis. Il a été posture pouvait le pousser par moment à user d'un pouvoir d'injonction pour se rassurer de l'effectivité. Il ne s'agit pas d'un exemple isolé, car depuis lors, il est observé une constance et une appropriation croissante de cette sphère relative à la protection suprême des droits et libertés fondamentaux des citoyens. En République démocratique du Congo, des discussions au niveau des différentes commissions du dialogue intercongolais, notamment de la commission PAJ, il faut remonter à la constitution de 2023 et il faut aussi remonter à tout ce qui a été mis en place ici comme débat citoyen. Parmi les débats citoyens, il y a eu même ce qu'on a appelé une consultation nationale sur les options fondamentales. Une consultation nationale qui a concerné aussi bien les Congolais que les étrangers qui ont eu à se prononcer. De la décentralisation. La question de la décentralisation est ancienne à RDC. Elle fait l'objet d'annonces politiques et de consécrations juridiques. Depuis l'indépendance, elle revient chaque fois comme un serpent de mer. En effet, la décentralisation fait l'objet des préoccupations et des débats portant sur la structure de l'État fédéral, fortement décentralisé, et celle de l'État unitaire, largement centralisé. C'est d'ailleurs toute la portée du débat qui opposa des leaders de l'indépendance, en l'occurrence le premier président fédéraliste, Joseph Kasavubu, et le premier ministre Patrice Emery Lumumba, unitariste. Elle est refait surface dans la constitution de Louabourg. La transition qui était bicaméral, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui était peuplée par des personnes élues, mais pas des délégués, des composantes et entités qui avaient pris part au dialogue intercongolais. Je disais, elle a fait l'objet de nombreuses critiques, tout comme elle a été lourde. Parmi les critiques, on retiendra essentiellement, parce qu'il y a consacré quand même un livre très intéressant. Même si on a critiqué le livre de professeur Évariste Gauchard, sur le plan scientifique, c'était un livre d'une très grande valeur. Et là, il a résumé un peu les critiques qui étaient faites contre cette constitution. Il répartissait les critiques entre les puristes, il y avait les puristes, il y avait les contextualistes, il y avait également ceux qui pensaient que cette constitution était l'œuvre des étrangers. Elle venait de l'étranger. Les extrémistes, ou un peu comme emprunter des titres ou des mots au professeur Mboyo de notre faculté. Donc c'était une constitution du dehors. Et dès le départ, certains hommes, déjà au référendum, des partis politiques comme l'UDPS, avaient rejeté, étaient contre cette constitution-là. Et le président, le candidat de l'UDPS à l'époque, en 2011, promettait de revenir sur cette constitution. Et même récemment, le président, pendant la campagne des candidats à la présidence de la République, ils avaient également des critiques contre cette constitution, notamment le président de la République élu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'était prononcé là-dessus.
Et le fait qu'il ait été réélu avec cette majorité écrasante par le peuple congolais signifie implicitement que le peuple qu'il a élu avait adhéré également aux critiques de cette constitution. Ce n'est donc pas surprenant parce qu'il avait dit pendant la campagne. Mais la constitution a eu également ses critiques. Et je l'ai dit, je l'ai écrit, je n'ai pas le temps de citer les collègues parce qu'il faut souvent citer les collègues. Nous ne citons pas assez. Nous devons également citer les noms. Et je crois que dans la publication, on va revoir les références aux auteurs des articles, le professeur Lumano, le professeur Monaco, ceux qui étaient la fois passée, même le professeur Ndaïwel, le professeur Banyakou, le professeur Mabaka, et ainsi de suite. La première organisation qui est entrée dans l'histoire de ce pays pour critiquer, pour demander qu'on revienne sur la Constitution du 8 février 2006, imaginez-vous, c'est la CENCO. Le 14 mars 2006, 2 semaines après, environ 2 semaines après la promulgation de la Constitution, la CENCO est entrée dans l'histoire de ce pays comme la première organisation à demander sa révision. Pour le comité permanent de la CENCO, dans une lettre signée Lévonou et Bâtisson, référence à Néhémie, prophète Néhémie, la CENCO disait que la tâche, l'une des tâches les plus urgentes et même fondamentale pour garantir l'avenir de notre pays, ça devait être, c'était la tâche pour le premier Parlement de revenir sur cette constitution dans certaines de ses dispositions. C'est la CENCO la première. Et par après, lorsqu'on vous apprend, qu'on vous interdit même le débat, ça devient un peu curieux. Donc, des universitaires sont revenus là-dessus, je n'ai pas beaucoup de temps. On a le micro, l'horloge, la montre est devant moi. C'est vraiment une sanction. Mais j'ai encore plusieurs minutes. Donc, j'ai cité plusieurs auteurs ici. Je vais en relever certains. La Constitution dont nous parlons aujourd'hui, donc, elle a déjà été révisée. Ici, je voudrais également dire un point. Ce débat entre révision et changement, il vient. Mais ça, ce sont les qualificatifs des doctrinaires. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans les débats sur les plateaux de télévision, révision ou changement, est-ce que vous êtes pour la révision ou pour le changement? Mais il faut rectifier. Ce sont les concepts inventés par les doctrinaires que nous sommes. Ce ne sont pas des concepts de TikTok. Et en réalité, quand commence le changement d'une constitution? Quand s'arrête la révision et quand commence le changement? Si vous voulez me poser la question, prof, est-ce que c'est la révision ou le changement? Dites-moi, quand commence le changement? À partir de quel moment on peut parler de changement? Je crois que ce débat-là doit être dédramatisé et que les juristes, les politologues, les sociologues, on devait descendre dans l'arène pour expliquer. Quand commence le changement? Qu'est-ce que c'est que le changement d'une constitution? D'ailleurs, les anglophones, ils n'ont pas ce débat. C'est un débat des universités françaises et francophones. En anglais, changement de constitution, c'est constitutional amendment. Ou bien constitutional reform. Ils n'ont pas ce débat qu'on a ici. Vous écoutez nos compatriotes du matin au soir, révision ou changement. Et dans des pays comme la Suisse, la révision peut être partielle ou totale. Et même en Autriche, on vous dit que la révision peut être partielle ou totale. Où est-ce que vous allez le ramener ce débat? Non, je crois que c'est un débat qui devait être laissé aux doctrinaires, ce fameux débat entre révision et changement. Tout ce qu'on peut dire, c'est quoi? Donc plusieurs d'entre nous, et si nous sommes à un dialogue scientifique, ont émis leurs critiques que vous pouvez retrouver dans le volume 11, numéro 1 de la Revue africaine de la démocratie et de la gouvernance, publié en 2024. Cet exemplaire-là est là. Depuis 2024, les publications de plusieurs professeurs ici sont là-dedans. Et je peux vous dire une chose, cette publication internationale, il n'y a pas plus de 10 exemplaires qui ont été payés au Congo. Depuis 2024,
La revue est publiée, je n'ai pas plus de 10 exemplaires qui ont été payés. Est-ce que nous lisons nos intellectuels? Sinon, on n'en serait pas là. Dans cet article-là, dans son article intitulé « La Constitution de la RDC, plaidoyer pour un Congo maître de son territoire, de son destin », Isidore Ndaïwel, qu'est-ce qu'il dit le prof Ndaïwel? Cette constitution a atteint ses limites. C'est une constitution à revisiter. Et il évoque même la possibilité d'une nouvelle constitution par une constituante comme amorce idéale de la démarche. C'était le professeur Ndaïwel. Les fameuses dispositions intangibles. Il dit on peut y revenir. Le peuple qui les a verrouillées peut les déverrouiller. Vous ne pouvez pas légiférer ou faire une constitution aujourd'hui pour les Congolais qui vont vivre dans ce pays en 2500. Vous ne pouvez pas prétendre légiférer pour l'éternité, comme ce que vous avez fait en 2006. Ceux qui viendront après nous, en 2150, ils seront tenus par nos dispositions intangibles. L'article 220, c'est quoi ça? Il n'y a pas de constitution éternelle. Mais c'est au peuple de décider. Et Ndaïwel qui dit, qui est Ndaïwel? Mais c'est l'un de nôtres, l'un de nos aînés. Il s'est rien de renommé, réputé partout. Co-fondateur de l'Académie des sciences de notre pays. Et il faut quand même, je dis souvent, heureuses sont les nations qui écoutent leurs intellectuels. Et apparemment, les intellectuels congolais ne sont pas suffisamment suivis. Ndaïwel concluait, les Congolais ne pourront pas faire l'économie d'une démarche aussi existentielle. Si dérober serait une faute de responsabilité, l'expression d'une démission collective. Après, vous avez le professeur Bongeli, le pays est en crise, les moments de crise sont les moments d'émergence des intellectuels qui doivent opérer des choix pertinents. C'est ici que s'impose, d'après le professeur Bongeli, les besoins d'une constitution responsable, intemporelle, impersonnelle, engagée et engageante. Parce que pour lui, cette constitution, c'est une constitution de crise et qui crée des crises. Voilà, je vais. L'article est là, la revue est là, je vous invite à la lire. Vous aurez également la réflexion du professeur Loumamou Moulenda. Ce qu'il vient de lire là est pertinent. Vous aurez également, il a proposé de voir des réformes, même si aujourd'hui il n'est pas revenu, mais ça se trouve dans cette publication-là. Mais même dans des pays comme de France, il y a des commissions vedelles pour réfléchir sur la Constitution. Les intellectuels qui réfléchissent d'une façon scientifique. Il y a eu des commissions Baladi, il y a eu des commissions Jospin qui ont abouti au système actuel tel qu'il est là. Donc je voudrais conclure que cette Constitution ne nous amenait pas dans l'eschatologie. Ce n'était pas la fin de l'histoire. Il faut dédramatiser le débat. Et est-ce que c'est révision ou changement, entre guillemets? C'est au peuple d'y répondre. La réponse ne viendra pas des communicateurs des réseaux sociaux. La réponse ne viendra pas des rassemblements politiques. La réponse ne viendra pas de nos vénérables autorités morales des partis et des mouvements politiques. La réponse ne viendra pas de nos chefs spirituels, des religieux qui s'est mis en constitutionnalisme. Mais la réponse viendra de nous, le peuple congolais. Nous tous ensemble, nous pouvons décider aujourd'hui de révisiter cette constitution. Et comme beaucoup l'ont dit, cette constitution mérite d'être révisitée. Je vous remercie. La petite sœur, notre constitution est la petite sœur de la Constitution française. Le programme disait que c'était la petite sœur de la Constitution américaine. Peu importe. Je rejoins le professeur Matin et tout le reste en disant qu'une constitution a des failles. On ne peut pas avoir une constitution qui ne puisse pas être changée. Mais j'ai vu des décevoirs. Originelle de 1960. En effet, la question de la légitimité du pouvoir constituant constitue l'un des fondements du droit constitutionnel moderne. Elle renvoie à une interrogation centrale, qui est d'habilité à donner une constitution à un peuple souverain. Dans l'histoire constitutionnelle de la République démocratique du Congo et dans l'idéal de l'humombiste de la bonne école, Adolphe Mozito, effectivement, de la lignée politique de l'humombiste, Lumumba Gizenga
et aujourd'hui. Donc dans cette lignée, cette question se pose avec une acuité particulière. Depuis l'indépendance en 1960, le constitutionnalisme congolais s'est développé dans une trajectoire heurtée, marquée par des lectures institutionnelles, des transitions politiques négociées et des compromis des circonstances. Soit de corriger les péchés originels en élaborant et adoptant une nouvelle constitution. Pour faire le bilan d'un texte juridique comme celui-ci, je pense qu'il y a des manières de procéder. La première manière, c'est sous l'angle de son efficacité, même de son efficience. C'est-à-dire, il s'agit de voir si les objectifs qui avaient été assignés au texte ont été atteints ou pas, si le texte a provoqué des changements voulus ou pas. Je vais vous dire tout de suite que comme juriste, j'hésite à faire ce genre de bilan, parce que je vis toujours par une impasse, parce que vous trouverez toujours des gens qui trouveront le verre à moitié vide et à moitié plein. Et donc, je ne veux pas m'adapter sur ce terrain. En plus, je n'ai pas sur les compétences du monde, parce que vous entendrez, on vous dira que ce n'est pas un débat d'un seul juriste. Il y a des politologues, des sociologues, des économistes, des philosophes. Et comme je n'en suis pas un, je ne voudrais vraiment pas faire le bilan de l'efficacité ou de l'efficience de la Constitution. La deuxième manière de faire le bilan d'un texte juridique comme la Constitution, c'est sous l'angle de sa cohérence juridique interne. C'est-à-dire la manière dont on traduit dans les textes constitutionnels le projet de société que l'on définit à l'avance et la manière dont les dispositions sont agencées pour atteindre cet objectif-là. Voilà, ça c'est le travail que peut faire un juriste, parce qu'il s'agit alors à ce moment-là de faire une interprétation littérale, même fondée sur la théologie, de la Constitution, qui, comme je dois le rappeler, n'est pas un texte qui vient du ciel, c'est un texte élaboré en tenant compte des réalités politiques, sociales, économiques du pays. Et donc, sous ce plan-là, que je vais le justifier, et ensuite, même si c'est un texte juridique complet, ben, il demeure quand même inachevé, parce que par-ci par-là, il y a toujours des choses à rédiger. Je tente donc de démontrer cela en divisant mon exposé en deux parties égales et je vais très vite. Premièrement, la Constitution est un édifice complet. La Constitution congolaise de 2006, celle-ci, je ne parle pas en effet de la Constitution de la transition du droit à la vie, page Facebook et autres, c'est une rupture épistémologique qui va faire en sorte que cet échange soit beaucoup plus objectif. Alors, les débats se situent entre des tendances, et moi-même je vais me situer. Nous avons une tendance qui considère que c'est le texte qui est le problème, et l'autre tendance qui estime que ce sont les acteurs. Alors, pour entrer dans le vif du débat, il faudrait d'abord dédramatiser cette histoire, cette question de la révision. C'est un fait. On peut y arriver, c'est nous-mêmes qui avons mis ça en place, nous-mêmes nous pouvons y revenir et modifier, c'est perfectible. Imaginez-vous si on peut passer de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, a fortiori la Constitution. La loi éternelle, inspirée par les hommes, mais on arrive quand même à changer. C'est quand même responsable qu'on se dise que c'est une œuvre humaine qui est perfectible et qui n'est pas éternelle. Moi, je suis sociologue. Le sociologue voit les faits, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Par exemple, on parle de l'article 220. L'article 220 dit le suffrage, le principe du suffrage universel ne peut pas être remis en question. Ça a donné quoi au pays? Je pense que mon collègue, bon, j'ai l'habitude de l'appeler mon fils, n'est-ce pas? Et mon produit, n'est-ce pas? Il vient de le dire. Ça a donné quoi le principe du suffrage universel? Devons-nous retenir ça seulement parce que c'est écrit? Et on ne remet pas en question l'indépendance du pouvoir judiciaire. Indépendance du pouvoir judiciaire, ça a donné quoi au pays? N'est-ce pas? Le pluralisme politique et syndical. Il y a plus de 1000 partis. Je pense que c'est le pays qui a le plus grand nombre de partis au monde. Ça a donné quoi au pays?
Rien. N'est-ce pas? Voilà comment le sociologue raisonne, il part des faits. Alors, nous pensons que le rôle de l'État est simple. Le rôle de l'État se limite à rendre le pays vivable. C'est-à-dire, j'ai choisi de révisiter une contribution que j'avais faite déjà il y a 10 ans, lorsque le GDPA avait organisé les 10 ans de la Constitution. Je n'étais pas présent, j'avais envoyé pour que ça soit publié dans les numéros spéciaux qui étaient prévus à cet effet. Je me suis intéressé concrètement à mon très cher collègue Obéli, pas simplement au fait, mais aux questions de droit. Dans notre système d'enseignement ou système juridique, le droit comprend de règles. Et parmi ces règles-là, la plus intéressante, la plus importante, c'est la loi. D'abord, au sens général, y compris, à commencer par la Constitution, et tout cela, la loi, le règlement, le décret, ainsi de suite. Et en principe, lorsque nous regardons dans la définition du droit, le droit, c'est l'ensemble de règles qui gouvernent une société. Et ces règles-là doivent être puisées dans la culture de la société concernée. Parce que si la loi ne repose pas sur la culture, les habitudes, les comportements, l'histoire d'une société, cette loi ne marchera pas, ne sera pas appliquée, il n'y aura pas d'efficacité ou d'effectivité pour cette loi. Ceci est conduit à dire, ou même à dire, mais à rejoindre un peu ce que le professeur Kassé a dit tout à l'heure, dans la première partie de nos interventions. Lorsque nous examinons, nous évaluons également un texte de loi, une norme comme la Constitution, on doit avoir à l'esprit, 1, les contextes, 2, les textes, et 3, la culture. Ces 3 choses sont importantes. Parce qu'une loi qui n'est pas de votre culture, vous ne la comprendrez pas et vous l'appliquerez mal d'ailleurs. On peut prendre la loi, d'ailleurs je reviens rapidement sur le collègue Bruno Danko qui a posté sur le forum des professeurs de la faculté de droit. Il s'est, comment dirais-je, et bien sûr l'IDGPA. Une fois de plus, dire merci aux organisateurs qui ont accommodé cette présentation qui va être faite en tandem. Une fois de plus, merci. Mais ici, je voudrais préciser que nous ne sommes pas tous les deux juristes. Je suis politologue et mon collègue Maître Dave est juriste. Donc c'était juste pour avoir une perspective un peu plus globale à la présentation. Ce que je voudrais dire ici, c'est que nous allons parler des élections par rapport à la Constitution du 18 et des élections de 2006, au fait que les élections de 2006 ont eu lieu. Il faut signaler ici que c'était les premières élections démocratiques et multipartites depuis un peu plus de 40 ans. Donc ça, c'était déjà un avantage par rapport à cette constitution. Par rapport aux élections, il faut peut-être dire que cette constitution pose des bases fondamentales en ce qui concerne les élections. Quand nous allons par exemple à l'article 5, c'est-à-dire quoi? Au lieu qu'ils soient désignés seulement ou élus par les députés provinciaux, mais que les conseils communaux aussi participent au vote et les conseils des secteurs participent au vote, on élargit l'électorat au niveau provincial par ceux qui ont été élus directement par le peuple. Parce que les conseils communaux sont aussi élus par le peuple directement et les conseils des secteurs sont également élus par le peuple au même titre que les députés provinciaux. Donc au niveau de la légitimité, quoique elle est sectionnée aux 3 niveaux, mais c'est toujours la volonté du peuple s'exprime au niveau des députés provinciaux, au niveau des conseillers communaux et au niveau des conseillers secteurs. L'élargissement, pour nous, est une des démarches pour décourager la corruption. Là où il pouvait corrompre 7 personnes,
il se retrouve avec 100 personnes, ça sera difficile de faire le calcul. Deuxième problématique, depuis de la loi électorale, à l'article 13, on se rend compte que la femme est toujours marginalisée. Toutes les réformes pour inciter la participation de la femme, pour répondre à l'article 14 de la Constitution, c'est toujours un problème. Et les législateurs de 2018, on peut prendre celui de tout dernier, je crois que c'est celui de 2020. Les changements de constitution n'est pas une question juridique, mais plutôt une question éminemment politique qui appelle mûrissement et maturation en ce qu'elle exprime. Donc, cette question, celle des changements de constitution, s'exprime en dehors des dispositions constitutionnelles préétablies. Il faut réfléchir deux fois, car comme l'avait dit Balzac, les conspirateurs vaincus seront des bandits, vainqueurs, ils seront des héros. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est déjà posé pour s'en convaincre, il suffit de lire l'argumentaire. Ça veut dire quelque chose de facile et très simple, qu'il était stupide d'accepter que celui qui mérite la guillotine, mieux encore, un frustré, change la Constitution et nier cela au peuple congolais. On conclurait à l'immaturité du peuple congolais 20 ans après, ce qui n'est pas forcément le cas. En réalité, la Constitution du 18 février 2006 dont on parle, moi je suis tenté à la comparer à une Constitution générée par l'intelligence artificielle. Je vais les démontrer tout au long de mon propos ou de ma communication. Moi, il n'était pas opportun que l'on puisse réviser la Constitution et surtout l'article 220. Et je m'étais aligné dans cette occurrence comme état un chanteur. Mais par la suite, je prends encore au mot professeur Ongeli. Quand il est intervenu, il a fait voir que la question relative au changement ou à la révision, il y a deux camps dynamiques. Ceux-là qui soutenaient les démarches d'hier, aujourd'hui, ils sont contre ces démarches. Mais j'ai réfléchi à mon niveau. Si tel est le cas, qu'est-ce que nous devons proposer en droit constitutionnel? Et voilà les fonds de ma contribution. Entre le contexte et la nécessité pour une réécriture consensuelle de la Constitution de l'Est du Congo, contribution au débat. Je vais bien aller au-delà de toute littérature par rapport au concept. Lorsque nous parlons de la réécriture consensuelle de la Constitution, de quoi il est question ici? Nous voulons faire un plaidoyer, tout en reconnaissant que la Constitution en tant qu'une œuvre humaine et les gorges des forces et des faiblesses, il va de soi qu'elle soit assujettie à un travail de fond en ce qui concerne sa réécriture. Et la réécriture, quand il est question dans mon propos, ça ne sera pas une réécriture unilatérale, mais une réécriture consensuelle. Pourquoi consensuelle? C'est un secret de polichinelle. Lorsque nous interrogeons les prétentions des forces vives à l'ère du Congo, chacune des parties. Je suis ici avec des juristes et quelques politologues. Je crois que les débats, j'admire particulièrement les collègues Godakoy, lorsqu'il parle de la cohérence des textes, je crois qu'il doit terminer par les objectifs du projet de la société. Les deux se concilient. Vous ne pouvez pas écrire un texte par la beauté juridique, alors que les contenus ne reflètent pas les objectifs, ne reflètent pas le projet de la société. Mais je voudrais, avant que je commence le texte, de vous dire, puisque c'est peut-être mon dernier testament,
scientifique, on n'est pas sérieux. Le Congolais n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux, et ça, il faut le retenir, puisque vous allez rencontrer les plus grandes difficultés lorsque vous serez confronté à la réalité devant laquelle vous vous trouvez, c'est-à-dire on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux puisque je prends les 3 exemples qui démontrent que ce peuple n'est pas sérieux. Mes propres exemples, mon expérience avant que je commence les textes. J'ai assisté, je suis allé prendre personnellement le président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, chez lui, à Kabeyakama, avec mon collègue Kateni. C'est le président qui avait demandé, à travers le conseil spécial. On est allé, on a pris Tshisekedi et on a ramassé pratiquement tous les opposants, les Kibasa. Et depuis lors, je me suis toujours dit, j'étais encore trop jeune à l'époque, mais je me suis toujours dit, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est les conséquences de la décentralisation. Avec la petite décentralisation, quand le Grand Kivu a été cédé à 3, les conséquences sont actuelles. C'est ce que nous sommes en train de vivre. La guerre d'aujourd'hui, c'est par rapport à cette petite décentralisation. Et la décentralisation, c'était un piège. J'ai dit que c'était un piège par ceux qui nous dirigent, les impérialistes, parce qu'ils voulaient, ils avaient déjà en tête de suite de balkaniser la RDC. Donc ils ont commencé par la petite décentralisation. Vous comprendrez que quand Mobutu a compris qu'il avait commis une erreur, c'est comme ça qu'il s'est arrêté là, on n'a pas continué jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est avec Kabila que nous avions maintenant 26 provinces. Et voilà, depuis les 26 provinces sont là, on n'arrive pas à nous organiser et ça nous fonce droit vers le tribalisme. Alors, ma question est la suivante. Monsieur le professeur, vous étant juriste ou constitutionnaliste, j'aimerais savoir, par rapport à la politique internationale, les droits que nous appliquons en RDC, est-il cohérent avec la géopolitique, avec la géostratégie, avec la perspective, oui ou non? Et si tel n'est pas le cas, que devons-nous faire par rapport à cette décentralisation pour empêcher que notre pays soit balkanisé? Et la même question est posée aussi au professeur Popol. Nous vous avons bien suivi. Mais vous ne chitez pas. Tout le monde se plaint, et vous ne chitez pas. Vous devez nous dire, cette constitution-là de 2006, elle est malade ou pas? Et si elle est malade, on fait quoi? C'est une association de plaintifs. Les gens se plaignent. Les premiers intervenants, il a cité tous les grands professeurs dans la salle. Professeur Boubéli, professeur, tous les professeurs ont été, mais ils sont dans la salle. Vous proposez quoi au pays? Vous proposez quoi au président de la République? Vous proposez quoi au peuple? La Constitution est là. Tous les intervenants, répondez à cette question. Ça, c'est la première question. La deuxième. C'est une question par personne. Ah, bon, oui, la première, c'est à tout le monde. La deuxième, au professeur Joly, mon grand frère. Lui, on a 2 questions. Vous n'avez pas une question pour. Ah, oui. Non, mais je voulais qu'il en ait 2. Je sais pourquoi. J'ai dit cela à mon grand frère Joly, pourquoi? Parce que je vois le grand frère Joly, il est rapporteur de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, c'est un élément très très important. Moi-même, j'ai été ministre des Relations avec le Parlement et je connais comment on peut faire pour faire avancer les choses. Et dans la salle, il y a les doyens de la faculté de droit. Les doyens, même les doyens, c'est peut-être si la liste des plaintifs. Alors,
Pourquoi, je dis ça au professeur, pourquoi il n'arrive pas d'abord à l'Assemblée nationale à avoir une commission? J'ai vu dans la salle, même le conseil principal du chef de l'État, mon frère Mourouma, est dans la salle. C'est une très bonne chose. Pourquoi vous n'arrivez pas jusqu'à présent à dégager une commission, un bureau d'études pour réfléchir concernant l'affaire de la... Aujourd'hui, nous sommes le 18 et on va attendre une année encore l'autre anniversaire pour qu'on s'y retrouve. Je pense qu'en sortant de cette salle, j'ai dit ça au professeur et rapporteur, pourquoi ne pas dégager ne plus qu'une commission d'études avec les professeurs, les autres et les membres de l'Assemblée pour qu'on puisse déjà dégager et réfléchir sur l'avenir de notre constitution et pour que le pays aille de l'avant et qu'on propose au chef de l'État quelque chose de cohérent. Au lieu de nous amener des discours, maintenant c'est votre nom. Oh non, celui qui n'est pas constitutionnaliste, on est vu à la télévision en train de parler. Nous sommes là, vous êtes là, les grands professeurs. Dégagez-nous et on avance. Merci. Maintenant ici, nous avons suivi tous les interventions de ces professeurs qui sont là. Les mêmes interventions que font les politiciens. Comme il y a mon fils qui est là-bas qui a dit, nous sommes dans un pays de plaintifs. Les professeurs sont des plaintifs. Nous avons déjà dit ceci. Cette constitution doit être changée, non pour nous, chers coutumiers. Cette constitution doit être changée. Parce que cette constitution, d'abord, nous, chers coutumiers, on ne se retrouve pas. Nous n'avons même pas notre institution officielle. 2. Cette constitution ne permet pas au chef de l'État de pouvoir travailler convenablement. Le chef de l'État n'a pas beaucoup de pouvoir dans cette constitution. Or, la constitution qui est faite sans tenir compte de la coutume, des aspirations du peuple, mais cette constitution ne peut pas marcher. La constitution ne peut pas marcher. Vous parlez de la gouvernance, vous parlez de corruption, de ceci. Est-ce que coutumièrement, on accepte la corruption? Non. Est-ce que coutumièrement, on accepte le vote? Non. Vous volez, on vous frappe. Vous faites n'importe quoi, on vous frappe. Et cette constitution ne donne pas beaucoup de force au chef de l'État pour que le chef de l'État puisse frapper au moment où il faut frapper. Il faudrait qu'on change la constitution. Je suis très content parce que toutes les interventions qui sont là-bas confirment notre conviction, confirment ce que nous avons décidé. Parce que tout le monde a dit, il y a des difficultés, il y a ceci, il y a ça, il y a... Vous confirmez tout ce que nous avons pris comme décision. On doit changer la Constitution. Mais vous dites pourquoi? Et vous ne suivez pas tout ce qui se passe. Quand vous dites pourquoi vous ne voyez pas? Aujourd'hui ici, on vient de dire ici, si le gouverneur commet une infraction, est-ce que le chef de l'État peut les sanctionner immédiatement? Non. Ça ne donne pas beaucoup de pouvoir au chef de l'État. On doit changer la Constitution. Merci, Sa Majesté. Mon collègue de tout à l'heure a été très explicite sur les vrais enjeux du fonctionnement des institutions provinciales, à savoir les gouverneurs de province. Moi, j'ai une question. Cette question s'adresse à tous les intervenants. Que faites-vous? Quel est le choix que vous opérez entre la stabilité institutionnelle, je dis bien la stabilité institutionnelle au niveau de la province, et les avancées démocratiques? Tour à tour, j'ai suivi les intervenants et ça a été très éloquent.
Je suis très heureux de retrouver mon professeur aujourd'hui, le professeur Kangolumba, mon professeur de droit des biens. Et nous sommes très honorés parce que c'est notre université aujourd'hui. Les gouverneurs de province, intestables, c'est le chef de l'exécutif provincial. Et vous avez la première institution provinciale qui est l'Assemblée provinciale. Et les défis, c'est de dire est-ce que nous voudrions avoir des provinces stables ou il faut s'accrocher à la démocratie. Parce que c'est quand même des avancées très importantes et de dire oui, l'Assemblée provinciale doit contrôler l'exécutif provincial et les sanctions doivent venir de là. Tour à tour, vous avez démontré que les chefs d'État, en dehors de l'hypothèse, ça a été aussi l'intervention du chef des travaux. J'ai beaucoup apprécié ça. C'était trop pragmatique. Je vous aide de faire, mais allez plus loin que ça. Qu'est-ce que vous dites? Vous choisissez d'avoir une province stable ou vous choisissez la démocratie. Merci. Les contextes n'ont pas changé. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Bandakala toshi tolobaka yango 80 faiblesse toinimeraka yango mais balandi biso te après bakomi kochange ndambo donc eza condition moko ifo obe to réviser yango pose elo moko esalamaki na babelgérant on ne peut pas continuer avec ça eza na baesige ebele na kati il faut kochange yango. Président yo ozali mongongo oyo bana Congo bana Kinshasa balandaka mingi bayokaka yo mingi conseil nini okopesa na bandeko baprofesseur bazwi likanisi ya boye mpe bana Congo bazali kolanda yo mpona maetali mobeko likonzi ya mboka na biso basali malamu 20 ans tomoni makambo nango mais lokola nde bazolinga révision constitutionnelle nde namoni peuple osenga wana na salle sikoyo il faut to préparer mpe armée lokola bato bazosenga babotola biso terre soki olingi bosala débat général na mboka il faut bozala mpe na armée ya makasi ezala te okola lere ya mosengo baosala débat na palais du peuple Kagame aye na Laurent Désiré Kabila babengani bango. Donc on est dans cette position. Heureusement que le chef de l'État a s'arrangé na ba américain pour pouvoir mettre fin na guerre. Donc total ceux qui ont révisé quelques articles ils ont posé des problèmes. Voilà to boy un problème moko ezate. Il n'y a pas de problème. Nanga mususu dialogue, nanga mususu conférence nationale souveraine, nanga mususu changement de constitution. Mokonzi malubana yasu. 3 éléments wana il faut préparer des armées à la makasi pour protéger les éléments bozoli. Ce qui armées à makasi te bozo sala dialogue, bozo sala changement de constitution, moto moko akoya na minduki ko benga na bino place bozo sala makambo. Po bango balobaki yango ke révision ya constitution ko zalate. Baza dizana ba idée wana na mutu. Alors soki bosa tete bo bongisa armée te tokozala kaka na déficit moko to mona ke to sali musala ya pamba. Donc il faut te préparer armée na biso. Mbongo ezaka te pona ko bomba be ko kosa biso, mais il faut to luka ndenge nini to se préparer armement et puis militairement. Comme ça to kokoka ko bunda bitumba na moto alingi aya ko panza biso na mboka. Nous ne pouvions pas inventer. Il n'y a aucune femme qui a été éliminée. Nous n'avons pas reçu une seule communication d'une femme. Ça devrait interpeller les femmes qui sont ici. Donc voilà ma réponse. Nous n'avons pas violé cet article-là. Tous ces jours qu'on a répété, on a relancé l'appel, aucune communication d'une femme congolaise. Deuxième question qui m'a été posée. Les hommes qui créent la société. Les hommes ne créent pas la société. Ils font la société. Ils constituent la société. Maintenant, vous parlez de la position des États-Unis. Je vous ai dit ici que votre débat, révision, changement, ne se sent pas dans les universités anglophones. C'est un débat francophone. Vous n'entendrez pas à l'université Moi de Nairobi. Vous n'entendrez pas à Lagos. Vous n'entendrez pas à Johannesburg un débat en droit entre révision et changement. Ils se moquent de ce concept-là. Parce que pour eux, changement constitutionnel, c'est constitutional amendment.
C'est tout. On perd le temps ici à la longueur des journées. Est-ce que c'est une révision? Est-ce que c'est un changement? Les anglophones vont à l'essentiel. Ils ne disputent pas sur le sexe des anges. Quand on vous donne un paragraphe à écrire dans cette salle, vous allez passer 3 heures à savoir s'il y a une virgule, un point-virgule, double point, inutilement. Donc la Constitution américaine a subi plusieurs amendements, si vous ne le savez pas. Mesdames et messieurs, chers intervenants et orateurs, ça a été une journée riche parce que c'est une journée non seulement consacrée à l'anniversaire de notre Constitution, mais également le penseur congolais. Ils ont réfléchi sur une question importante liée à l'avenir de ce pays et à l'avenir de notre Constitution. Comme l'a si bien dit le modérateur, à la fin de vos interventions, vos brillantes interventions, il a fallu que l'on donne une petite synthèse parce que nous avions résumé. Ces résumés ici feront l'objet des publications au prochain numéro de la revue de l'Institut plutôt, comme vous le connaissez. Mais ici, nous allons résumer parce qu'il y a certains mots, certaines phrases et des conclusions uniformes intervenues de par les intervenants. Les mots-clés retenus de par vos interventions, mesdames et messieurs, après cette journée riche en échanges, nous voici au terme de notre colloque consacré aux 20 ans de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour. Ce moment de clôture est l'occasion de rassembler les fils de nos réflexions et de tracer les perspectives pour l'avenir. En gros, vos interventions nous ont permis de récapituler les différents termes en ces mots. Nous avons constaté que revisiter la question de l'élaboration et l'adoption de la Constitution en rappelant le débat citoyen et parlementaire qui ont marqué son émergence. Nous avons interrogé le rôle du peuple et la question de la légitimité du constituant en lien avec le péché originel de 1960. Nous avons mis en lumière les insuffisances qui caractérisent le texte en vigueur ainsi que les ambiguïtés et ses limites pratiques. Nous avons débattu de l'intangibilité constitutionnelle, notamment autour de l'article 220 entre sanctuarisation et tentation de contournement. Nous avons également reconnu, au travers de ces échanges, que la Constitution est un édifice juridique complet, mais inachevé, dont l'application reste partielle, comme l'a souhaité l'un des intervenants. Nous avons soulevé la problématique de l'émergence nationale en questionnant la capacité du texte à unir le pays. Nous avons ouvert la réflexion sur la version 3.0, une réécriture possible et consensuelle adaptée aux défis contemporains. Nous avons également insisté sur la souveraineté et la protection des ressources naturelles, enjeu vital pour l'avenir du pays. Nous avons également analysé les principes électoraux, leur mise en œuvre et les réformes nécessaires pour garantir la transparence et la crédibilité. Nous avons également discuté de la nécessité de modifier ou changer la Constitution en démontrant le processus comme une étape normale de maturation démocratique. Et enfin, nous avons mis en évidence le paradoxe du constitutionnalisme congolais, un texte riche et protecteur, mais fragilisé par la persistance de la corruption et la faiblesse de la gouvernance.
Ces colloques, comme nous l'avions dit, en clôturant nos travaux, nous retenons 3 idées phares. D'abord, la Constitution est un pacte républicain, mais elle doit être appropriée par le peuple pour être pleinement légitime. Ensuite, le changement constitutionnel n'est pas une menace, mais une opportunité de renforcer la démocratie et la souveraineté nationale. C'est ici d'où la possibilité, telle qu'évoquée, d'avoir une réécriture d'un texte répondant aux aspirations du peuple congolais, à la réalité congolaise et à la culture congolaise. Et enfin, les combats contre la corruption et pour la bonne gouvernance est la condition sine qua non pour que le texte cesse d'être une promesse et devienne une réalité. Mesdames et messieurs, que ces colloques soient non pas une fin, mais un point de départ vers une réflexion collective et une action concertée pour bâtir une constitution qui soit réellement le miroir des aspirations du peuple congolais. Ainsi dit, chers participants et chers modérateurs, je vous remercie. Nous sommes très contents de ces colloques tels qu'organisés par le professeur André Mbata Mangou, le directeur exécutif de l'IDGPA. Et pour ce faire, la constitution que nous avons est la meilleure de toutes les constitutions que nous avons connues de la République. Cette constitution qui a instauré un régime qui du reste permet le fonctionnement régulier des institutions et qui permet à ce que chaque autorité, telle qu'établie par le texte constitutionnel, puisse exercer ses compétences telles que voulues par la Constitution et dans le respect des normes. Et ce que nous saluons encore plus pertinemment dans cette Constitution, c'est le fait que celle-ci organise de mécanismes de protection des droits et libertés fondamentaux des individus, chose qui est d'une importance très colossale. Mais au-delà de cela, c'est une constitution qui prône la séparation du pouvoir. Une théorie très riche qui voudrait à ce que le pouvoir puisse être diversifié, que le pouvoir ne soit pas concentré entre le maître d'une seule autorité. Alors, nous allons donc dire que cette constitution de la République, qui a déjà totalisé ses 20 ans, cristallise ce que l'on appelle les principes du constitutionnalisme, qui est un courant de pensée philosophique qui vient donc mettre terme à l'absolutisme royal. Donc nous savons donc vivre cela avec cette constitution du 18 février 2006 qui venait de totaliser ses 20 ans d'existence. Bon, en fait, le 20 ans d'existence de notre constitution nous rappelle beaucoup de choses et beaucoup de réalités auxquelles la population congolaise est confrontée et que aujourd'hui nous avons remarqué qu'il y a certaines dispositions ou certaines situations qui sont organisées par la Constitution qui ne correspondent pas aux aspirations de la population congolaise. D'où il y a nécessité pour pouvoir retoucher certaines dispositions, pour pouvoir l'adapter à nos aspirations, nos cultures, mais également nos réalités. Pourquoi? Parce que si nous laissons la Constitution figée de la sorte, et donc elle va souffrir d'une application, mais également beaucoup de dispositions feront en quelque sorte faute d'application. Alors pour éviter tout cela, il faudrait à chaque fois qu'il y a des crises qui se posent du point de vue politique, du point de vue social, économique et tout ce qui va avec, il faudrait qu'on puisse adapter la Constitution. D'où nous estimons que la Constitution congolaise mérite en réalité une révision parce que toute norme, lorsqu'elle pose un problème d'application à l'égard de nouvelles aspirations aux réalités qui se présentent, on doit la retoucher pour pouvoir adapter celle-ci aux réalités. Et d'ailleurs, le but pour lequel la norme a été créée, c'est pouvoir résoudre le problème auquel la population est confrontée. Étant donné que la norme n'arrive pas à concrétiser le but pour lequel elle a été élaborée, et donc la difficulté, c'est qu'on se fera face à un papier qui n'a pas d'importance. Alors pour décanter toutes ces situations, la Constitution mérite une révision, mais également un changement s'il faudrait aller plus loin. La Constitution actuelle est un édifice juridique complet, mais néanmoins il reste encore inachevé. Il est complet parce que sur le plan de l'affirmation et de la protection des droits fondamentaux, c'est la Constitution la plus généreuse que nous avons depuis 1960. Elle est aussi complète parce qu'elle traite de toutes les questions importantes d'organisation du pouvoir politique. Et en ce sens, elle apparaît comme la Constitution la plus consensuelle parce qu'elle a réussi
à réunir, à éliminer des antagonismes qui existent chez nous depuis 1960, d'abord entre les fédéralistes et les unitaristes, et ensuite entre les partisans du régime parlementaire et ceux du régime présidentiel. En instituant d'une part le régionalisme constitutionnel et d'autre part un régime mi-présidentiel et mi-parlementaire que j'appelle le parlementarisme rationalisé, cette constitution est la seule qui a réussi pour l'instant à créer un consensus entre différentes tendances de la classe politique congolaise. Mais néanmoins, je dis que c'est une constitution qui reste inachevée parce que d'abord, il y a des chantiers inachevés, dans ce sens que, bon, sur le plan de la forme, l'écriture mérite d'être améliorée. Sur le plan du fond aussi, il y a des articles qui posent problème, qui peuvent être mieux améliorés pour l'adapter à l'ensemble des autres dispositions de la Constitution. Et j'ai indiqué au final les voies à suivre pour parachever cette œuvre-là. Il y en a qui pensent que on peut aller au-delà des prévisions qui sont dans les articles 218 à 220, c'est-à-dire des articles qui prévoient la révision de la Constitution pour toucher notamment l'identité même de la Constitution. Et j'ai indiqué que de ce point de vue, pour y arriver, il faut d'abord que nous puissions adopter au niveau du Parlement la loi fixant les conditions d'organisation des référendums et que dans le cadre de cette loi, il soit attribué, ou plutôt restitué au peuple, le pouvoir de pouvoir lui-même remettre en cause les principes fondamentaux qui sont à l'article 220. Parce que l'article 220 peut être modifié pas seulement dans le sens de la suppression des principes qui sont là, on peut aussi toucher cet article 220 pour l'enrichir. Moi, j'ai plaidé tout à l'heure notamment pour que le principe de l'hétérosexualité du mariage, qui est affirmé à l'article 40, puisse être inscrit à l'article 220. Comment est-ce qu'on va le faire si il est interdit de toucher à cet article 220? Donc, tout est question du respect des conditions de fond et des formes pour arriver à cela. Et donc, nous pourrons réaliser comme ça un changement constitutionnel en douceur, tout en précisant que les notions de changement ou de modification ou de révision de la Constitution sont des catégories que nous utilisons en doctrine. Mais le plus important, c'est le contenu qu'il y a là-dedans. C'est un dilemme. Ça veut dire que c'est une question qui doit être prise au plus haut niveau des institutions, parce que je parlais de la stabilité des institutions en province. Je vois l'Assemblée provinciale, qui est la première institution, et le gouvernement provincial. La réflexion tourne autour de la situation actuelle de notre Constitution par rapport aux institutions provinciales. On vous dit que les provinces sont instables parce que les assemblées ne travaillent pas correctement. Les autres vous disent non, les provinces sont instables parce que le gouvernement ne travaille pas correctement. Les autres disent non, le chef de l'État doit avoir la possibilité de sanctionner directement le gouverneur. Les autres disent oui, il faut que la justice soit faite. Tout ça, il faut revenir sur la démocratie parce que, conformément à la loi, les institutions provinciales sont finalement contrôlées par les institutions provinciales. Je voudrais dire que les contrôles doivent être faits par l'Assemblée provinciale. Même pour les membres du bureau, les mêmes contrôles peuvent s'étendre et c'est comme ça que nos textes actuels légaux sont organisés. Professeur Toengao, bonjour. Vous venez d'assister à cet événement ici en tant que professeur. Quel est votre point de vue? Mais je pense qu'il faut suivre toutes les communications pour tirer des conclusions à la fin. C'est encore prématuré. Mais au cas où il y a déjà les débats, parce que c'est maintenant que je peux prendre. Vous êtes résistant malgré votre statut, mais vous demeurez professeur. Ça vous donne quoi d'attendre aujourd'hui la question de la révision constitutionnelle qui a été faite avant? Je crois que c'est un débat légitime. La Constitution est comparable à un être vivant. Qui naît, qui grandit, qui subit des modifications et qui peut aussi même être abrogé. Donc, il n'y a pas tellement un mythe à ce niveau-là. On peut bien, mais il faut savoir pourquoi. Il faut savoir pourquoi on doit réviser. Seulement, je m'inscris en faux contre tous ces gens-là qui disent que c'est une constitution, une œuvre étrangère. C'est une constitution de belligérants. Non, non, ça c'est même une façon de se moquer du peuple congolais. C'est une constitution congolaise, élaborée par des éminents experts congolais et adoptée par référendum. Vous voyez? Et je ne pense pas qu'on puisse trouver des raisons à ce niveau-là. Mais c'est une œuvre humaine, elle est perfectible. Vous êtes actif du PPRD, vous connaissez, vous êtes assis à Kabila.
aujourd'hui la question scientifique demeure au centre de la science. Votre avis au vu de toutes les critiques qui ont été émises autour de la science consciente. Vous venez de soulever le point qui est très important, mais aujourd'hui, s'il va falloir changer, on va adopter quel angle? Parce que l'œuvre humaine est accompagnée des imperfections ou imparfaites, ou comment? On va aborder dans quel angle? Et vous allez faire comment pour convaincre Kabila que la Constitution doit être tout simplement revue? Kabila ne s'est jamais opposé contre la révision de la Constitution. Mais je crois que le problème se pose au niveau de l'opportunité. Il faut savoir à quel moment le faire. Parce que c'était compromis. Vous voyez, c'était pacte. Il faudrait que tout le monde soit bien disposé à apporter sa contribution. Il ne s'est jamais opposé. Professeur Toenga, merci. Prof Njoli, bonjour. Bonjour. Vous venez de prendre la parole 20 ans, le bilan et perspective de la conclusion de la RDC. Vous êtes à temps même en qualité de rapporteur et constitutionnaliste. Non, je ne suis pas venu comme rapporteur. Voilà, oui, en qualité comme de professeur. scientifique. Voilà, merci. Oui. Quel est votre point de vue autour de ce que vous avez décrit? Je n'ai pas abordé toute la matière constitutionnelle. Vous savez, la Constitution a plusieurs aspects. Donc, j'ai réfléchi autour de l'architecture mise en place, l'architecture politico-administrative mise en place dans les cadres de la forme de l'État. Une architecture assez complexe à 4 espaces. Il y a le pouvoir central, il y a les provinces qui sont régionalisées, il y a des entités décentralisées, il y a des députés déconcentrés. On a 20 ans après, il faut d'abord constater que l'architecture est toujours, la mise en œuvre du moins, est toujours inachevée. Il y a encore des entités décentralisées qui ne fonctionnent pas. Les secteurs n'ont pas encore eu des élections. Est-ce qu'on pourra avoir ces élections? Est-ce que ces structures-là, plus ou moins 40 000 personnes qu'il faut mettre en place, qu'il faut payer, est-ce que ce n'était pas une spécificité illusoire? Donc il y a lieu de réfléchir sur cette architecture. Au niveau de province, on a constaté des timides avancées sur 2 ou 3 provinces, mais globalement, ces normes n'ont pas fonctionné. Et nous nous sommes posé la question, il y a sûrement des carences normatives à améliorer, mais il y a aussi énormément des aspects anthropologiques et anthropocentriques. Il faut remanier certainement les textes, mais il y a aussi la nécessité de remanier notre jeu sociopolitique dominé par le tribalisme, la corruption, l'absence du sens de l'État, l'éthique, le civisme. Vous vous rappelez que le chef de l'État a pris la parole il y a une semaine pour dire que la force d'un État, ce n'est pas l'abondance des ressources naturelles, c'est l'intelligence, les génies que ce peuple-là met pour produire un système, un vivre ensemble susceptible de les amener à la prospérité. C'est ça la question qui se pose aujourd'hui au regard de tout ce qui se passe, des guerres, des conflits, des tiraillements. Il faudra que nous réfléchissions pour que nous, Congolais, nous disions comment voyons-nous le 100e anniversaire de l'existence de ce pays. Et 80 ans de colonisation, nous sommes maintenant à plus de 60 ans d'indépendance. Avec toutes les ressources que Dieu nous a données, nos institutions ne sont pas capables de nous faire avancer. Il faudra qu'on réfléchisse. Voilà le sens de notre démarche. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.